Europe 1. Europe 1. 11h, 13h. Pascal Praud et vous. Et de 11h à 13h sur Europe 1, vous réagissez avec Pascal Praud en composant maintenant le 01 80 20 39 21. La France est durablement sous le coup de la menace terroriste. Ce sont les mots du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Nous sommes avec Mathieu Vallet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Bonjour Mathieu. Je vous propose d'écouter tout d'abord Gérald Darmanin. Il était hier soir sur TF1. Il réclame que les autorités puissent demander des injonctions de soins. Il est adhérent à l'islam radical, donc la première chose à combattre et à continuer à combattre, c'est l'islam radical. Et puis il est malade psychiatrique et il a arrêté les soins à la demande de certains médecins. Et donc ce qu'il faut sans doute changer, c'est le fait que le pouvoir public, le préfet, les policiers puissent demander, exiger des injonctions de soins. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et puis ce matin, il est également sur BFM. Il y a une petite note discordante entre ce que dit Gérald Darmanin et Olivier Véran. Olivier Véran, lui, était sur RTL, où il a dit qu'il n'y avait pas de ratage dans toute la procédure, ni judiciaire, ni psychiatrique. Et Gérald Darmanin n'est pas tout à fait sur cette ligne. Écoutons-le. Le médecin psychiatre a pu de nouveau faire une injonction de soins parce qu'il a une maladie mentale manifestement très prononcée. Et une fois qu'on a terminé cela, la peine de prison, le suivi judiciaire et psychiatrique, il y a manifestement eu un ratage, non pas dans le suivi des services de renseignement, mais il y a eu un ratage manifestement psychiatrique, puisque les médecins, à plusieurs reprises, ont considéré qu'il allait mieux, qu'il était plus normal et qu'il pouvait vivre, si j'ose dire, librement. Bon, on rappelle que la personne qui a tué, et qui est toujours en garde à vue, d'ailleurs Mathieu Vallet, avait été condamné à 4 ans d'emprisonnement. Il avait été condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme après un projet d'action violente à la Défense en 2016. Il était sorti en 2020 de prison après 4 ans de détention. C'était quelqu'un qui était radicalisé. On a le sentiment que les gens qui sont radicalisés, c'est très très dur qu'ils ne restent pas radicalisés, et c'est une preuve une nouvelle fois avec cela. Je pense simplement aux parents de ce jeune Allemand de 23 ans qui est venu à Paris avec sa fiancée pour passer un week-end en amoureux, qui aujourd'hui qui quittera la France entre 4 planches, si j'ose dire, et on dit à ses parents, ben voilà, la personne qui a tué votre fils a été condamnée à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme il y a 5 ans. Ouais, c'est effectivement un mort de trop. Et la question aujourd'hui qui se pose, c'est les détenus qui ont été condamnés pour des faits de terrorisme, que ce soit l'apologie du terrorisme, l'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste ou même la commission d'actes terroristes. Aujourd'hui, c'est les sorties. Cette année, on va avoir 73 personnes qui vont sortir d'ici fin décembre ou qui sont sortis de la prison, et c'est un véritable défi pour nos services de renseignement de les suivre un par un, parce que le but c'est pas de savoir pourquoi les faire sortir. Pourquoi au nom de la je veux dire, le principe de précaution. Mais l'association de malfaiteurs, c'est 5 ans maximum de prison. Le principe de précaution, il joue sur toute la société française dans tous les domaines. On l'a vu sur le Covid, on l'a vu sur le vaccin, etc., etc. Au nom du principe de précaution, ces personnes qui sont fichées S, parce que ces personnes seront fichées S, j'imagine, c'est 73 personnes. Oui, bien sûr, ouais. Bah écoutez, peut-être faut-il les mettre dans un endroit où ils soient surveillés 24 heures sur 24. Enfin, ça peut s'entendre hein, quand même. Alors la mesure de rétention de sûreté, elle existe pour les criminels, dont font partie évidemment ceux qui ont commis des actes de terrorisme, puisqu'il y a 3 cadres, je fais très court, dont font partie le meurtre et l'assassinat, là encore plus lorsque c'est pour des motifs liés au terrorisme. Mais moi je parle de ceux qui sont condamnés pour apologie du terrorisme ou des associations de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. C'est des gens qui ne sont pas passés à l'acte, qui sont adhérents à la thèse de l'islamisme radical, et effectivement sur lesquels il y a un vrai sujet. Ça s'appelle le principe de précaution. On nous rebat les oreilles. On nous rebat les oreilles avec ce principe de précaution dans tous les domaines. Ben moi, j'aimerais peut-être qu'il s'applique en fait au fichier S. Je crois qu'il y en a 5000. Il y a 20 000 radicalisés. Il y a 20 000 fichiers S en France et 5 000 radicalisés. Tout à fait, exactement. Et puis il y a 30 000 personnes inscrites sur le fichier du FSPRT. C'est le fichier dans lequel on met les personnes dont on soupçonne qu'elles se sont radicalisées, qui font l'objet chaque semaine d'une évaluation par le préfet avec tous les partenaires et les services de renseignement pour savoir si on augmente les surveillances, si on les réduit, si on laisse les personnes dans le fichier ou si elles en sortent parce qu'il n'y a pas d'éléments qui permettent de dire qu'elles sont radicalisées ou en tout cas qu'elles sont en passe de l'être. On va être avec Philippe dans une seconde. C'est quand même l'occasion de saluer la qualité des forces sur le terrain. Gérald Darmanin l'a dit hier, mais cette personne a été interpellée par une simple patrouille, si tant est que ce mot veuille dire quelque chose, simple patrouille, des gens qui étaient là et qui risquent leur vie un samedi soir, en intervenant avec... Alors le teaser, techniquement,
Est-ce qu'on peut expliquer comment ça se Oui, passe c'est très simple. Un taser, ce que nous on appelle un pistolet à impulsion électrique, c'est une arme qui fonctionne en 2 modes. Le mode contact, donc si vous êtes rapproché et que vous m'agressez, je peux prendre le mode contact, la poser sur vous et envoyer des décharges pour vous immobiliser, vous tétaniser et vous interpeller. Ou à distance, comme ça a été le cas, l'agent appuie sur l'arme, 2 dards sont lancés sur la personne qui pénètre dans sa peau, et à distance, ça permet de tétaniser, d'immobiliser et après d'interpeller la Pendant personne. combien de temps la personne est immobilisée, Le temps qu'on fait tétanisée? pression sur la queue détente de l'arme et qui permet aux policiers d'interpeller. C'est des joutes en fait qu'on envoie par le biais d'une Et arme. c'est qui est sans reliée. danger ce taser? C'est considéré comme une arme non létale. Elle n'est pas faite pour tuer, elle est faite pour Ouais. immobiliser, pour interpeller les personnes. Mais elle est en vente, pardonnez-moi de poser cette question, mais elle est en vente libre Non, elle n'est pas aujourd'hui? en vente libre. Elle fait partie. Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui disent tiens, ça serait Non, c'est peut-être une pas arme mal destinée de... aux professionnels de la sécurité qui sont Mais les comment policiers et vont les faire gendarmes. les gens s'ils veulent aujourd'hui dans la vie de tous les jours se prémunir de ce qui peut se, On peut se souligner passer? que la requérante qui a appelé le 17 police secours était dans son véhicule et est passée près du pont Bérekem. Elle a vu les faits, elle a tout de suite appelé la plateforme d'appel d'urgence qui est dans le 17e arrondissement et qui a envoyé un équipage de police qui est arrivé, comme vous l'avez souligné, très Mais si rapidement. vous êtes attaqué vous-même, qu'est-ce que vous pouvez utiliser aujourd'hui en arme Alors, d'autodéfense et alors, qui est en légalement- vente libre? Légalement, il n'y a aucune vente. Alors, il y a par exemple des petites bombes lacrymogènes ou des petites armes qui sont en vente libre, mais dont le port est interdit. Donc en fait, on peut rien faire. On n'a pas le droit d'avoir. Vous avez heureusement que dans l'état de droit, Oui. c'est la police et la gendarmerie qui assurent la Non, force mais- légitime. Mais j'entends bien, Bien sûr, mais oui. j'imagine les uns et les autres qui nous écoutent aujourd'hui et qui se disent mais ça peut m'arriver à moi. Oui, bien sûr, tout à fait. Qu'est-ce que je Vous fais savez, moi face à un terroriste islamiste qui a des couteaux, qui a des marteaux Ouais. ou qui a d'autres armes, c'est vrai que leur détermination à tuer, souvent, malheureusement, est difficile à combattre avec des mains nues ou même avec des bombes lacrymogènes ou des armes que vous achèterez dans le commerce. Et puis, d'une certaine manière, chacun ferait sa loi et chacun ferait son autodéfense. Il faut miser J'entends. sur les policiers et les gendarmes. Et puis, c'est des processus particuliers parce que j'entends que on dit que ces gens-là, en partie, ont des problèmes psychiatriques ou des troubles psychologiques, mais en tout cas, lorsqu'ils veulent tuer, ils sont bien déterminés à le faire. Et là, on voit que malheureusement, pour ce touriste allemand, j'en parlais avec mes collègues hier, il a visé la tête, il a visé des zones létales, il était clairement informé, clairement préparé pour être conditionné à tuer. On marque une première pause. Je salue évidemment notre ami Fabrice Lafitte qui Bonjour est là, Pascal, qui est à bonjour la à tous. réalisation pour cette actualité dramatique. Bonjour Fabrice. Je salue également Olivier Guénec qui est là. Bonjour, Bonjour à tous. Olivier. Et nous marquons une pause et nous sommes avec Philippe dans une seconde. Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h, vous réagissez au 01 80 20 39 21 comme Philippe Pascal que nous avons en ligne. Mathieu Vallet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, est avec nous. Il va pouvoir, pourquoi pas, échanger avec Philippe. Bonjour Philippe, vous êtes commerçant, vous habitez où? J'habite à Lille, Pascal. À Lille. Oui, j'habite à Lille. Bah, vous êtes du pays de Monsieur Vallet. Ah, parfait. Hein, vous êtes né où, Mathieu? À Lille, À Lille. même, dans l'ancienne maternité Roger Salengro, qui aujourd'hui est à Jeanne de Flandre, au sud de Lille. Bon, Philippe, votre sentiment, vous-même qui êtes commerçant, peut-être que vous avez peur. Je ne sais pas dans quel commerce vous avez une activité professionnelle. Dans la restauration. Et vous êtes confronté à des problèmes de sécurité? Pour être honnête, aujourd'hui, dans le centre-ville de Lille, non. Pas de ce type. Bon, quel est votre sentiment sur la situation et surtout, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire? Écoutez, j'en ai marre, hein, comme beaucoup de Français. Le terrorisme frappe comme il y a, je dirais, quelques semaines à Arras. Toujours avec le même scénario, un fichier S, islamiste, radicalisé. En plus, avec des problèmes psychiques. Laissé libre. L'État est responsable de non-assistance à peuple en danger. Ces individus sont des grenades dégoupillées, l'État doit les neutraliser, mais l'État se réfugie derrière le fait que la loi ne permet pas de les neutraliser. Mais c'est au gouvernement, la majorité présidentielle, de proposer des textes de loi. Le Mais par président exemple, Macron, précisément. le président Macron a su le faire pour la retraite. Pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas en matière de terrorisme, de sécurité? Oui, mais Eh ben, précisément, qu'est-ce qu'il faudrait, à votre avis, comme loi qui permette, par exemple, que cette personne n'ait pas tué ce jeune Allemand samedi soir? Il y a 5000 fichiers S. ok. Penser que ces individus peuvent changer parce qu'ils font de la prison, c'est une utopie. Ils ne changeront jamais. Et je dirais même que la prison peut les radicaliser encore plus.
Donc, il faut les neutraliser. Ils doivent rester en prison. Ce monsieur qui avait en plus des problèmes psychologiques, psychiques, il aurait dû rester en hôpital psychiatrique, aux frais de l'État, en plus. Mais quelles sont les solutions à part les neutraliser? Ça veut dire qu'ils doivent rester dans un lieu confiné, en prison, et ne plus en sortir. Se dire qu'il y a 5000 fichiers S et qu'il y a peut-être un cas de temps en temps où il va y avoir un passage à l'acte, peut-être que l'État se réfugie derrière ça, se dit écoutez, un cas de temps en temps, c'est pas si grave que ça en fait. Mais moi je pense que le président Macron ne fera rien parce que ses marqueurs en matière de sécurité sont à gauche, toujours le en même temps. Et je pense qu'il ne fera rien. Il envoie Gérard Darmanin au charbon, qui envoie des signaux de fumée, qui nous fait croire mais il change les choses, je dirais, en dosage homéopathique. Il n'y a rien qui se passe en fait. Et la première chose qu'a fait Gérard Darmanin lors de son entretien hier, c'est qu'il nous a dit que c'était pas de son fait, que c'était les services psychiatriques qui n'avaient pas fait leur boulot. Donc tout le monde se renvoie la balle, et il n'y a rien qui bouge, et j'ai bien peur qu'après 10 ans de macronisme, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui va changer. Mathieu Vallée. D'abord, j'entends effectivement la colère et l'aspiration à être protégé de Philippe. Et puisqu'on est d'une heure tous les deux, vous parliez de ce professeur Dominique Bernard qui, le 13 octobre 2023, au lycée Gambetta à Arras, a été égorgé par un islamiste radical. Nous, on fait une proposition. Ça avait été censuré à la demande de la Ligue des droits de l'homme en 2001 par le Conseil constitutionnel. C'est qu'aujourd'hui, quand vous consultez des sites pédopornographiques, rien que la consultation est un délit et permet aux services de police d'interpeller, de placer en garde à vue, à la justice de rentrer en mode condamnation lorsque les éléments sont là. Ces personnes qui, effectivement, sont dans une posture immorale et illégale de consulter ces sites. On demande la même chose pour ceux qui consultent des sites djihadistes, des sites qui font la promotion du terrorisme islamiste, de décapitation ou des scènes qui sont non équivoques. Ce qui permettrait, par exemple, pour Mohamed Mobouchkov, ce terroriste islamiste qui a assassiné Dominique Bernard et fait les victimes qu'on connaît au lycée Gambetta, dans son passé, on a vu qu'il avait consulté de tels sites, et je trouve aujourd'hui dommage qu'on puisse dire qu'effectivement, on peut consulter des sites djihadistes, mais on peut pas consulter des sites pornographiques. Il faut qu'on ne puisse pas ne pas consulter les sites pornographiques et les sites djihadistes. Rien que ça nous aurait donné déjà un cadre légal qui nous manquait pour cet individu-là. Ensuite, je suis d'accord avec vous, la rétention de sûreté pour les assassins, pour les meurtriers, pour ceux qui font des actes de torture et de barbarie, pour ne citer que ces exemples-là, elle permet à une commission pluridisciplinaire, à l'issue d'une peine de prison purgée par un criminel lorsqu'il sort, de pouvoir rester en prison le temps qu'on évalue sa dangerosité, dont on estime qu'il y a un risque de récidive et de danger pour les gens et pour lui-même lorsqu'il ressort. Appliquons ce même principe, par exemple, pour les personnes qui sont condamnées pour des faits liés au terrorisme, notamment d'actes de préparation, d'apologie ou d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, par exemple. Pardonnez-moi, on marque une pause, il est 11h18. Mathieu Vallée est avec nous, vous pouvez l'interroger. Merci beaucoup Philippe, à tout de suite. Europe 1, Pascal Praud. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Praud et vous sur Europe 1, et on vous retrouve avec votre invité Pascal Mathieu Vallée, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Et Maxence est avec nous, bonjour Maxence. Bonjour. Vous étiez où samedi soir ? Alors malheureusement on était au niveau du pont Bir Hakeim, là où se sont déroulés les faits. Vous étiez tout seul ? Alors non, j'étais avec des amis à moi, des amis. Et vous étiez... vous avez tout vu ? Alors en fait, on voulait aller sur le pont pour prendre des photos de la Tour Eiffel, parce qu'on nous avait dit que c'était un très bon spot. Et en voulant y aller, on arrive, on voit une touriste d'apparence asiatique qui commence à crier. Donc nous on se rapproche, on veut voir ce qui se passe, et on voit deux hommes qui visiblement sont en train de se battre. Donc un homme habillé tout en noir et un homme qui avait l'air d'être aussi un touriste asiatique, donc sûrement l'homme allemand. Et puis à un moment, le touriste asiatique ou allemand se sépare, et on voit l'homme tout en noir qui lui assène un coup de couteau. Donc là l'homme tombe immédiatement, il essaye de se relever, fait 3 mètres, et puis il s'écroule par terre sur le trottoir. Et là, l'homme avec le couteau, il commence à agiter son couteau devant tout le monde. Et puis, je vois un autre homme qui commence à courir pour fuir en venant dans notre direction. Et là, du coup, l'homme au couteau commence à le prendre en chasse, donc commence à courir vers nous aussi. Donc là, il commence à avoir un mouvement de foule, tout le monde court, tout le monde panique. Mais au final, je crois qu'il nous a pas suivi très longtemps parce qu'il est retourné au niveau de la victime qu'il avait déjà attaqué au couteau.
Puis après, nous, on s'en est allé, on a creusé la police est intervenue super rapidement. Et je crois que ça s'est fini comme ça. L'homme, le tueur, est revenu, dites-vous, vers celui qu'il avait assassiné. Oui, c'est ça. Mm. Il l'a assassiné, il a commencé à prendre en chasse quelqu'un qui courait, donc à courir vers nous. Mais je pense qu'il a dû faire quelques mètres avant de retourner en arrière sur celui qu'il avait déjà attaqué. Vous étiez à combien de mètres du tueur? Une vingtaine de mètres, je pense. Et quelle a été votre réaction dans ces cas-là? Vous avez envie d'intervenir et d'aller vers cet homme-là, ou au contraire, ce qui est un sentiment qu'on peut comprendre, hein, bien légitime, de peur et de ne pas aller vers lui? Au début, en fait, c'était très flou parce qu'on pensait juste que c'était une bagarre, on n'avait même pas vu de couteau. Donc on voulait intervenir, surtout qu'on pensait que c'était une histoire de raquette, vu qu'on a vu des touristes, on pensait que c'était juste pour une sorte de sac à main ou quelque chose comme ça. Puis après, on a vu l'homme avec sortir le couteau, mettre un coup de couteau et commencer à agiter le couteau devant nous. Et là, du coup, on a juste pris la fuite. Hein. On parle souvent d'ailleurs de couteau. Ce couteau, vous l'avez vu? Oui, on l'a vu. Alors en fait, ce que je sais, c'est que pour la première victime, c'était un couteau. Et quand après, il a traversé le pont et qu'il était de l'autre côté, il a utilisé un marteau. Mais oui, c'était bien un couteau. Mais est-ce que vous avez pu, parfois on parle de dague, est-ce que vous avez pu évaluer la longueur de la lame et le type de couteau? Pardonnez-moi de poser des questions aussi précises parce que vous étiez loin, mais est-ce que vous avez pu avoir ce regard aussi précis? Franchement, non, pas aussi précis. Je sais que la lame avait l'air assez longue et fine, mais de là à identifier le type de couteau, pas vraiment. Mais c'est une lame importante et ça, vous l'avez identifié. Oui. Vous êtes donc... l'homme est parti. Après, il a traversé d'ailleurs, pour ceux qui connaissent Paris, le pont Birakem pour aller sur l'autre rive. Et c'est avenue du président Kennedy. Qu'est-ce que vous avez fait vous-même à ce moment-là? Du coup, on voulait appeler la police. Mais on a vu que la police était déjà en train d'intervenir. On avait plein de voitures avec les gyrophares qui se rendaient. Donc on s'est juste écarté et on a prévenu tous les gens autour de nous de ne pas se rendre là-bas, en fait. C'est-à-dire que entre le moment où la personne est assassinée et le moment où les policiers, vous entendez les gyrophares arriver, il se passe combien de temps? Franchement, vraiment pas beaucoup de temps. On a commencé à partir en courant, du coup. On s'est arrêté au bout de peut-être 20 secondes parce qu'on a vu qu'on n'était pas suivi. Et le temps qu'on se regarde avec mes amis, qu'on se recalme un peu pour comprendre ce qui s'est passé, on avait déjà vu la première voiture de police qui arrivait. C'est ça qui est étonnant quand même, que la voiture de police soit aussi rapidement arrivée. Alors c'est vrai que c'est un endroit très sécurisé, puisqu'on est à 2 pas de la Tour Eiffel. Vous étiez avec combien d'amis, Maxence? Avec 2 amis. Et vous êtes parisien? Non, lyonnais. Donc vous étiez venu à Paris pour passer un week-end, j'imagine, comme ça peut se passer au moment des fêtes de Noël. Oui. Vous avez quel âge, Maxence? 18 ans. Et 18 ans, mais c'est la première fois que vous veniez à Paris? Oui, c'est ça. Première fois que vous veniez à Paris. Et alors, sans indiscrétion, hein, bien sûr, mais vos parents vous laissent à 18 ans, je sais que vous êtes majeur, bien sûr, mais vous étiez quand même assez autonome et libre d'être à Paris tout un week-end. Ça n'effraie pas un peu ça peut être vous d'ailleurs, et puis ça peut aussi effrayer un peu vos parents de vous laisser comme cela en liberté? Non, après je pense qu'à 18 ans, on est capable quand même de sortir dehors, sauf que j'étais pas seul, j'étais avec 2 amis à moi. 2 garçons? Donc je pense que oui, 2 garçons. Donc je pense pas qui ont que votre ça âge, posera un j'imagine? problème. Les deux ont 19 ans en fait. J'ai 18 ans, mais 19 ans dans quelques mois. Et là, vous êtes reparti pour Lyon dimanche? Et là, oui, je suis de retour à Lyon. Et vous avez appelé, j'imagine, vos parents immédiatement en rapportant ce que vous aviez vu? Du coup, pas immédiatement parce que je voulais pas les inquiéter. C'est le lendemain que je leur ai expliqué. Et voilà. Non, mais ça, je comprends. Vous avez eu raison, d'ailleurs, sans doute, de ne pas vouloir les inquiéter. Mais quelle leçon vous tirez de cette expérience? J'arrive pas vraiment à déduire une leçon parce que c'est juste être au mauvais endroit au mauvais moment en soi. Je pense que ouais, c'est quand même assez traumatisant, assez marquant. Mais d'un côté,
on pouvait rien y faire. Des fois, juste, on regrette, on se dit si on avait directement intervenu, peut-être qu'il aurait pu y avoir quelque chose, mais ça se passe pas comme ça, on réfléchit pas comme ça. Mais est-ce que ça va changer votre comportement ? Je pense que je vais sûrement plus faire attention quand je sors. Là, depuis, je suis pas vraiment sorti, donc je sais pas vraiment comment ça va se passer, mais en tout cas, oui, je pense que je risque d'être un peu plus inquiet ou quoi. Bon, Maxence, on marque une pause. Vous restez avec nous et puis merci de la qualité d'abord de votre témoignage et puis du sang-froid dont vous faites preuve et de la lucidité parce que vous êtes quand même très jeune, à 18 ans et vous savez dire des mots sur une situation qui n'est pas simple quand même. Vous nous direz comment ça s'est passé ensuite quand vous avez raconté à vos parents cette scène. On laisse passer une pause et puis je pense que Damien qui est avec nous... Mathieu qui est avec... Mathieu Vallet. Excusez-moi, ça Mathieu. fait que je pars, je prends bien. je suis. J'étais dans le témoignage, c'est pour ça. Ouais. J'imagine que Mathieu, ce type de témoignage, vous en avez reçu par dizaines et sans doute que les gens après ne sont plus jamais les mêmes. Forcément. À tout de suite. Europe 1. Pascal Praud et vous. Et de 11h à 13h, vous témoignez au 01 80 20 39 21 comme Maxence qui est toujours avec nous en ligne, Pascal. Si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1, nous sommes avec Maxence. Maxence était samedi soir avec deux de ses amis sur le pont Birakem. Il a vu cet assassinat de ce jeune touriste allemand. Il est lyonnais. C'était la première fois qu'il venait à Paris. Il a passé le week-end à Paris comme les jeunes peuvent de temps en temps venir découvrir la capitale. Et puis il est reparti pour Lyon dimanche. Et il est avec nous. Est-ce qu'il y aura d'ailleurs un suivi psychologique ? Est-ce que vous allez être suivi, Maxence ? Parce que j'imagine que cette période, cette séquence plus exactement, est très traumatisante pour vous. Oui, alors il y a les pompiers de Paris qui ont conseillé à un ami à moi justement de faire ce suivi psychologique. Je ne sais pas si je vais en avoir besoin. Je sais que sur le moment on était très choqués, mais depuis on arrive à relativiser, donc ça dépend comment ça évolue pour moi, je verrai comment je me sens. Ça infuse, c'est des choses qui peuvent être sur du temps long. Et l'échange avec vos parents, j'imagine que l'inquiétude de vos parents, comment vous avez abordé ce sujet ? Ouais, je les ai appelés du coup le lendemain matin. Je leur ai directement dit, donc je pense que vous avez vu ce qui s'est passé hier soir sur Paris. Ils m'ont dit oui, tout va bien. Je dis oui, moi tout va bien, j'ai aucun problème. Et je les ai directement rassurés en fait. Et je leur ai dit en fait que j'ai assisté à la scène, en fait, que j'y étais, et que j'ai vu la scène et qu'on est parti avec mes amis. Écoutez, merci Maxence, et puis on essaiera bien sûr de prendre de vos nouvelles. Je trouve que ce serait bien, et souvent je le dis pour Olivier bien sûr, qui est en contact avec tous ces témoins. Ce serait bien, Olivier, d'avoir un suivi du témoignage de Maxence, parce que c'est un témoignage fort. Et puis merci beaucoup Maxence, merci une nouvelle fois de votre lucidité, et puis bon courage à vous, parce que effectivement ce que vous avez vécu n'est pas simple à voir et à vivre. Merci beaucoup. Mathieu Vallet qui est avec nous dans ce studio, qui est porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Bon, que dire, que faire pour un jeune de 18 ans qui a vécu et assisté comme témoin à cette scène ? D'abord, il y a de l'émotion dans son témoignage. Moi, ça me replonge, j'ai 37 ans, et à 18 ans, je rentrais en école de police puisque je m'engageais pour servir la République. Et à 29 ans, alors lui, il a 18 ans, moi j'ai été plongé dans des théâtres de guerre lorsque j'ai été projeté sur les terrasses du Petit Cambodge et du Carillon après les attentats du 13 novembre 2015. J'étais primo-intervenant avec nombre de mes collègues policiers, où on a porté assistance à des blessés de guerre, où on a mis des blessés sur des civières, et où j'ai vu des jeunes de mon âge allongés sur les trottoirs devant moi, et j'avais été aussi marqué. Et au début, on pense être fort, on pense pas avoir besoin d'assistants psychologiques. En police, on a ce qu'on appelle le service de soutien psychologique opérationnel, qui nous permet de nous entretenir avec des psychologues spécialisés dans la police. Et effectivement, Maxence, aujourd'hui, peut-être qu'il n'a pas de contre-coup ou qu'il ne ressent pas le besoin d'être assisté, mais après, parfois, il peut y avoir des flashbacks, il peut y avoir une remontée des événements ou des images qui reviennent, et c'est important effectivement de pouvoir les verbaliser, d'être suivi, surtout qu'au début on croit que c'est faible d'être assisté et d'être conseillé, sauf que c'est justement une preuve de force et d'humilité de pouvoir être assisté. Mais c'est vrai que le témoignage de Maxence est assez fort, et j'en terminerai là. Vous savez, Pascal Praud, je le dis, depuis cet été, on a eu les émeutes.
Après, il y a eu la rentrée où on a eu un bref moment de répit. En octobre, le 13 octobre, il y a eu Dominique Bernard et ses professeurs et ses membres de l'équipe éducative qui ont été blessés, Dominique Bernard assassiné. En novembre, on a eu ce Thomas, même si c'est pas en lien avec le terrorisme, qui a été égorgé au détour d'une soirée. Et là, au détour d'un site touristique du pont de Berakem, où il y a des magnifiques photos à faire. Vous avez la Seine, vous avez la Tour Eiffel. Moi, j'habite pas loin de cet endroit-là. Et effectivement, on a ce touriste allemand de 23 ans qui a perdu la vie et les gens aujourd'hui ont peur. La police, elle est là pour les protéger, elle est là pour les défendre. Mais il y a des gens qui se disent aujourd'hui, au détour d'une fête, d'une rue, d'un coin touristique, il peut y avoir le drame qui frappe ma famille, mes enfants, et c'est ce qui fait peur aux gens. Grégory est avec nous. Bonjour Grégory. Oui, bonjour Pascal, bonjour à tous. Et vous souhaitiez intervenir sur ce sujet, votre sentiment? Écoutez, je trouve que c'est vraiment encore inadmissible. C'est une justice beaucoup trop faible en France. Monsieur Dupond-Moretti ne fait rien, ne fait pas grand-chose. Déjà, Madame Taubira n'avait pas fait grand-chose. Et puis hélas, ça devient régulier. Régulièrement, il y a des attaques de couteau. J'ai entendu dire, arrêtez-moi si je me trompe, mais j'ai entendu dire qu'en France, tous les jours, il y a 120 coups de couteau par jour. 120 coups de couteau par jour. Cette statistique est incroyable. Je ne sais pas si elle est vraie. 120 coups de couteau par jour. Oui, c'est un lissage de tous les agressions par coup de couteau à l'année qui font qu'en moyenne, on a 120 attaques au couteau par jour, effectivement. Enfin, c'est effrayant. Ah oui, bien sûr. Le couteau, c'est devenu la première arme des terroristes, puisque depuis 5 ans, c'est l'arme la plus prisée pour malheureusement égorger, assassiner, voire décapiter, comme Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine, ce professeur qui avait été assassiné par cet islamiste radical. Et puis effectivement, derrière, vous avez aussi les coups de couteau, comme dans la Drôme ou au détour d'une soirée, parce que il y a des gens qui sont pas contents ou qui, pour un regard ou une réflexion, sont frustrés, qui peuvent vous enlever la vie avec ce couteau. Effectivement, les attaques au couteau aujourd'hui, c'est un vrai défi et c'est ce qui est la première cause des agressions en France dans les moyens utilisés. Pour moi, le responsable, c'est Monsieur Dupond-Moretti. Enfin, je veux dire le responsable. Je ne parle pas de l'attaque directe, bien sûr que non. Mais il n'y a pas de justice exemplaire, de peine exemplaire pour ce genre de personnes. C'est 30 ans. 30 ans de prison ferme. 30 ans de prison ferme. Il y a eu le jeune Thomas aussi, horrible. Il y en a eu d'autres. Mais voilà, ça devient régulier. C'est très triste à dire. C'est régulier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, c'est mon avis, Dupond-Moretti, il faut qu'il parte, il faut qu'il soit viré du gouvernement. De toute façon, il y a pas quoi faire. Dupond-Moretti, c'est pas lui qui est responsable en ce sens que les lois, c'est pas lui qui fait. C'est le ministre de la Justice. Oui, mais c'est pas lui qui juge. Lui, il est ministre. Après, vous avez des magistrats qui sont indépendants et qui prennent des jugements qui sont les leurs. C'est pas le ministre de la Justice qui prend les lois. Alors après, qui prend les lois, il y a les votes de loi. Alors après, effectivement, on peut changer les lois. On peut changer les lois. On peut instaurer des peines planchées, ce qui diminuerait la part d'interprétation du juge. Donc ça, c'est des choses qu'on pourrait imaginer. Moi, souvent, on l'a dit à ce micro. C'est-à-dire que les juges, ils ne sont pas élus. Les juges, ils sont là pour appliquer une politique pénale. C'est les politiques qui sont élus. Donc vous auriez des hommes politiques qui se présentent, qui proposent des lois extrêmement répressives. Et après, les uns et les autres votent. Et les juges, on ne leur demande pas leur avis, si j'ose dire. On leur demande d'appliquer les lois. Voilà. Déjà, Madame Taubira, pour les peines planchées, elle a fait une grosse erreur, pour moi, en tout cas, mon avis. Ça aggrave la situation. Non, mais le climat d'aujourd'hui, la dangerosité XXL de la France fait qu'il y aura peut-être des choses qui vont évoluer ces prochaines heures. Je vous remercie en tout cas, Grégory, de votre intervention. Je crois qu'on va terminer ce premier sujet, qui est un sujet évidemment dramatique. Je remercie une nouvelle fois Mathieu Vallet, qui vient régulièrement nous voir dans ce studio. Il est 11h39 et nous allons poursuivre avec un deuxième sujet. Jean-Luc Mélenchon, qui a traité notre consoeur Routel Krief de manipulatrice. Et ce matin, Gérald Darmanin, d'ailleurs, a proposé une protection policière, a mis en place une protection policière à Routel Krief. À tout de suite.